On peut aller dans Facebook. On va-tu le voir mieux? Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, aujourd'hui, on fait le bilan de la saison 2022 pour l'État des cultures. Je vous souhaite la bienvenue et gros merci aux participants. En face de moi, j'ai Alexandre Couture puis Yannick Beauchemin. Salut, Christian. En dessous de moi, j'ai M. Jean-Philippe Boucher et complètement à mon opposé, de l'autre bord, comme ça, Sylvain Leroux de Saint-Placide. Ça va bien tout le monde? Oui, super bien. Fait que là, moi, je me suis setupé, je me croise les doigts parce que là, il faut que je veux faire des partages d'écran. Et puis, je veux juste pas que ça plante. Fait que l'autre fois, ça a planté, mais j'avais pas mal de stock d'ouvert. J'ai mis ça un petit peu plus au minimum, mettons, là. Fait que si jamais j'ai un problème de son, dites-moi-le, je vais arrêter le partage d'écran. Je veux pas tôt que ça fuck, mettons. Ensuite de ça, OK. Pour une première, mon live est commandité par Proéthanol. Proéthanol, dans le fond, c'était comme un groupe fermé avant qui achetait juste du grain, qui était des producteurs qui avaient des parts dans Proéthanol. Maintenant, ils ont ouvert ça à tout le monde. Tout le monde peut vendre leur grain, maïs, soya, blé. Et contacter Éric Gratton au 819-696-5011 ou encore le courriel. On le voit ici dans le coin de l'écran en bas. Donc, un gros merci à Éric Gratton et Proéthanol d'avoir commandité le live de ce soir. Donc, Jean-Philippe, je ne sais pas comment tu voyais ça. On commence-tu par parler du mois de mai? On va faire un petit recap sur le mois de mai. On va en reparler tout ensemble là, de ce qu'on a eu. Puis, je vais partager les images de l'État des cultures que tout le monde, des participants qui ont envoyées. Fait que, on y va comme ça, Jean-Philippe? Non. T'avais-tu de quoi dire? Suite en partant, ça ne marche pas. On n'a pas remercié nos commanditaires, parce que toi, tu remercies ton commanditaire pour Proéthanol, mais moi, je n'ai pas remercié les commanditaires de l'État des cultures. Excuse-moi, moi, j'ai pas reçu. De la tournée. Puis là, on en a quand même plusieurs, puis je tiens à les remercier tout de suite en partant, parce que ça roule assez vite, fait que des fois, on peut l'oublier, mais la tournée, autant que l'État des cultures, ce n'est pas quelque chose qui est réalisable si on n'avait pas tous ces beaux partenaires-là. Fait que je tiens à les remercier. Fait que j'y vais rapidement en rafale avec G3, Corteva, Richardson, Solio Grain Québec, Greenfield, Novagrain, Pioneer, AgroCentre, Banque Nationale, les entreprises de la France, Ceresco, FAC, DECAB, Syngenta, puis attendez un peu, j'ai une autre page. Attendez un petit peu, j'avais dessus Novagrain, qui était avec Novagrain, Gérard Maheu, Syngenta, je l'avais déjà dit, je pense, Association des marchands de semences du Québec. Et finalement, pour chapeauter tout ça, nos 4 parrains, donc producteurs de grains du Québec, Viapol d'expertise, l'ANCQ, je dis encore ça, mais c'est maintenant l'Association des négociants de grains du Québec. Et finalement, producteurs Viapol, l'Association Réseau Végétal Québec. Donc voilà, merci à tous nos partenaires et nos parrains pour cette belle année 2022. Donc là, on peut y aller, Christian. Yes! Je vais partager mon écran. Attendez un petit peu. Je vais faire lecture automatique. Présenter. Je rouvre ça. Et voilà. Donc, bon, c'est ça. Là, on va parler un peu du mois de mai. Alexandre. Oui. Le mois de mai. Puis, même Yannick, vous êtes tous les deux un à côté de l'autre. Yannick, on m'a souvent dit, on a de la misère à l'entendre. Parle dans le micro, rapproche-toi, s'il te plaît.
Fait que tu veux qu'on fasse le Ouais. tour du mois de mai? Ouais, le tour du mois de mai, rapide. C'est quoi cette face-là? Où c'est que t'as pas eu ça? OK. 1er mai. Dimanche 1er mai. Non. T'es allé à la messe. Ben, j'ai livré mes premières poches dans le planteur le 1er mai. Fait que ça a commencé à semer ici autour de ça, 1er mai, dans le fond, dans la région. C'est un peu froid. C'est un peu froid à l'extérieur, mais à température du sol, 9-10 degrés. Fait que ça a commencé là. Puis après ça, ça a duré environ 2 semaines, là, un bon 14 jours, là, mur à mur, de belles conditions. Puis ça paraît qu'on était dans des belles conditions parce que la levée, en tout cas dans le maïs et même dans le soya, ça a été superbe, dans les céréales aussi. Fait que le départ, quand on a vu le maïs sortir de terre, on a dit « Wow, c'est bien parti. » Ça commençait bien. Ça commençait bien. Tu sais, du maïs qui sort dans le premier 24 heures, tout égal, ça part bien. Fait que... La température... Yannick, parle dans le micro. On hésitait à la température, mais on disait, il annonce chaud. Oui. Il annonce pas trop froid. C'est ça qui nous faisait c'est pas tant la température là, live, qui est importante que celle qui vient le lendemain, le surlendemain. Là. Fait que on a appris avec tes années que finalement, des fois, check un peu en avant. Oui, on l'a vu. Ceux qui ont semé un peu à la fin de la belle période, ben, ça n'a pas été une belle période de semis, ça. Plus tu semais tard, moins c'était bon aussi. Là. On va peut-être en parler tantôt, là, mais les semis vraiment du 14, 15, 16, je pense, mai, avant que là, les températures deviennent plus pluvieuses et plus fraîches, là, la levée n'a pas été pareille parce que là, ce qui s'en venait comme température était moins belle que la température du sol. Ben, moi, j'ai terminé mon soya, je pense, le 13 ou 14 mai. Après ça, il s'est mis à faire froid. Puis il faisait quand on a planté le soya, il faisait chaud. Fait que j'avais semé un petit peu plus creux, mais calique, finalement, ça m'a joué un tour. Mm-hmm. Puis, tu sais, je l'ai peut-être semé trop creux. Il a eu de la misère à sortir, puis il n'était pas long. Il aurait fallu peut-être que je sème un peu plus à la surface, il aurait été plus long. Je ne sais pas si c'est une relation. Non, direct okay. ça, mais... J'ai vraiment semé creux, moi, finalement. Il n'était pas long. Non. Sylvain, de ton côté, dans le coin de Saint-Placide, au cas? Ben, c'est pas mal pareil avec tout le monde, là. Froid. Mais sec. En fait, ça l'a pardonné beaucoup là, dans les conditions de semis. Nous autres, on est dans de l'argile comme par chez vous et tout. Là. Puis froid, la terre était froide, mais c'était sec. Fait qu'on réussissait là, à avoir des conditions quand même raisonnables. Puis la levée a été excellente. Même dans des essais qu'on avait faits, là, dans des semis directs dans du seigle, vivant ou mort. Là. La levée était bonne. C'est par après que ça s'est gâté, mais le mois de mai a été extraordinaire. Ça, même constat. Good. Et, question, c'était-tu au mois de mai qu'on a eu un bon coup d'eau? Parce que oui, la pluie est arrivée un peu plus tard ou c'était au mois de juin? C'était au mois de juin. Il y avait eu une bonne tempête. Ça avait même sorti dans les nouvelles à l'international. J'imagine qu'on va en parler un peu plus loin. J'ai rien à dire d'autre. Good. Non, c'est ça. Puis après ça, il s'est mis à faire froid, mais tu sais. Puis moi, je me souviens à partir du 15 mai, tu sais, j'ai une terre inondable. Elle s'est mise à inonder à partir de là, à peu près. Ça a pris au-dessus d'un mois avant. J'ai semé le 20. Tu sais, ça s'est mis à inonder le 15 mai. J'ai semé le 21 juin. Oui, tu étais dans les premiers à pouvoir semer dans les terres du littoral. Oui, puis mes voisins ont semé 10 jours après moi. Mais mon dernier était le 4 juillet en soya. Okay. C'est ça. Plus que 10 jours après moi, là. Si t'as du jamais vu, là, on a une inondation vraiment bizarre. Mais tu sais, il avait mouillé quand même pas mal. Mais il s'est mis à faire chaud, mouillé. C'est que tout le nord a fondu en même temps. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'était curieux, mettons. Là. Good. Fait que on lâche le mois de mai. On s'en va au mois de juin. Ce sera pas tellement long. J'aurais dû me préparer un petit peu plus que ça. Hein? On va le savoir la prochaine fois. C'est tout. Présenter. Lecture automatique. Présenter. Et voilà. Puis c'est ça. Au mois de juin, ben là, c'est ça. On voyait que le blé d'Inde était vraiment sur un méchant belle lancée. Le maïs, là. Le maïs, c'est sûr qu'il ne faisait pas extrêmement chaud, sauf qu'il n'arrêtait jamais de pousser. Chaque jour, tu avais une différence qui était positive. Si on parle du soya, là, c'était... Éric Baudry, c'est là. Oh. J'avais oublié, je ne l'ai pas entendu. Éric, es-tu là? Ouais, il faut juste que je change ma caméra. OK, on va continuer. Oui, fait que je parlais du soya. Contrairement au maïs, on disait qu'il y avait une croissance qui était lente, mais qui était constante. Le soya, lui, il a stagné.
Il a commencé le début de juin à 1-2 trifoliés, puis il a fini à la fin de juin à peu près à 2-3 trifoliés. Ça ne grouillait pas. Puis même moins. Des fois, ben pour vrai, il y a des plans qu'on a plus. Après ça, ben, les mauvais herbes, eux autres, ils se donnaient à cœur joie aussi. Fait qu'on a arrosé le soya, des fois avec des produits, vu qu'ils ne ferment pas les reins rapidement, mais avec des produits quand même assez forts. Fait que ça aussi, ça lui a donné un petit mal de tête là, qui ne l'a pas aidé à sa croissance. Là. Fait que le soya, il tirait de la pâte. Les céréales, eux autres, ben, belle graminée en température fraîche et humide, c'était super. Good. Puis c'est à partir de là, en passant, que ça a commencé à étirer, parce que moi, je l'ai vu avec l'état des cultures, là, mais le soya a stallé, puis on dirait que toute la saison jusqu'à la récolte, ça varie des régions, là, mais on parle de peut-être 3-4 jours jusqu'à 1-2 semaines de retard là, selon les régions, là, où tu voyais vraiment, il n'a jamais été capable à partir de là de rattraper le temps. Jamais. Ouais, puis comme Christian disait tantôt, oui, vas-y, Eric. Oui, puis aussi, le semi-direct, il y a bien des endroits là, où c'était frais. Là. Le semi-direct au 30 pouces versus semi-conventionnel. Ça coupe pas mal, Eric. C'est ça, les produits Apple avec le Restream, on dirait que c'est pas un beau mariage. C'est plate un peu, mais en tout cas. Mais non, je comprends un peu ce que tu veux dire parce que comme moi, j'ai tout mon soya en semi-direct, à part sur ma terre inondable, on s'entend. Puis on dirait qu'il faisait tellement pas chaud que les cotons font comme. Tu sais, il fait soleil, mais les soleils chauffent les cotons, mais il ne reste rien pour réchauffer la terre. Tu sais, c'est un peu le problème, d'après moi, que j'ai vu cette année. Mais tu sais, on ne peut pas deviner la température 2 mois à l'avance, le savoir. Bon, ben, on aurait pu faire ça de telle manière, mais crème, on ne peut pas le deviner. Là. La pluie qu'on a eue du mois de juin, 125 mm, ça a fait un scellant, puis on dirait qu'après ça, ça ne s'est pas réchauffé. Le soya, il faut qu'il vienne en orgueil pour qu'il y ait de la maladie, pour qu'il y ait du rendement. Jamais. Jamais, jamais. Un petit fouet aux 30 pouces, il n'a pas développé 12 pouces de haut, puis tout le stressait. Après ça, on dirait qu'il ne poussait pas. On a arrosé même des produits comme classiques. D'habitude, ça ne fait rien. Là. Puis le soya, il aime ça se faire stresser parce que justement, il développe du fruit. Puis là, cette année, c'était pas ça partout. Parce que le maïs, on dirait qu'il a toléré le mois de juin, mais il s'est repris après. Parce que le soya, ben, il y a des champs qui se sont repris. On entend dire qu'il y a des bons rendements, des moins bons rendements, mais en général, c'est plus décevant que l'année passée, 2021. Oui, ça, ben, on en voit des champs de soya là, que dans les images là, que Jean-Philippe a eu là. Bon, ça, c'était pour montrer que mon soya m'arrivait à hauteur du nez. Mais il y en a qui ont un méchant beau développement végétatif, mais tu sais, dans un sol bien travaillé, mais même là, cette année, dans ceux qui travaillaient bien les sols, le soya aux 30 pouces, il y a eu toute la misère du monde à cacher les reins. Là. Jamais fermé les reins cette année. En juin aussi, il y avait beaucoup de cas de croûtage. Oui. Moi, j'en ai entendu quand même pas mal parler là, à travers, justement, encore une fois, l'état des cultures, du croûtage. Tous les sols qui étaient, là, vous pouvez me corriger, là, moi, je ne suis jamais sur le terrain, évidemment, mais les sols plus argileux, plus lourds, là, il y avait de la croûte. C'est ce que je comprenais, en tout cas. Ouais, ça aussi, ça a causé des problèmes, surtout pour ceux qui avaient semé plus tard, là, de ce que j'ai compris. Là. Ça, c'est un manque d'air flagrant. Le sol respire. Puis on dirait que la plante n'est pas capable d'aller chercher ses racines. Ouais, ben c'est ça, il est vraiment plus chochotte à faire ses racines, le soya, dans ces conditions-là. Puis c'est au mois de juin qu'il faut qu'il explose pour grossir sa tige, faire ses branches. Tu ne peux pas supporter 60 gousses avec une petite tige grosse comme un petit crayon. C'est impossible. Ça prend une tige qui est grosse comme le pouce, puis qui est capable de brancher. Là. Mais dans le fond, après coup, là, on est super bon à la fin de l'année là, pour dire ce qu'il fallait faire, là, mais essayer d'avoir du sclérotinia, c'était ça qu'il fallait faire cette année. Là. Semer fort, semer le plus rapproché possible, bourrer ça de fumier, 7 pouces et demi, travailler ça au coton, arroser juste au Roundup pour ne pas se stresser pantoute. C'était ça qu'il fallait faire, au final. Ouais, on le voit dans ma région, là, on en voit quand même un petit peu là, dans notre forfait. Là. Puis tout ce qui avait été surtravaillé, 2, 3, 4 passages là, au mois de mai là, pour semer du soya, là, pour faire une belle mie, ben lui, il a croûté 2 fois plus que celui qui a passé une fois. Mais c'est sûr que le 30 pouces, lui, il n'a jamais fermé ses reins, nulle part. Il n'y avait pas de problème à passer avec la roseuse. Là, tu ne fais pas de trouble. Non, parce que Sylvain, il fait de l'arrosage à forfait.
avec une arroseuse automotrice. On voit la photo juste avant. Je pense que je peux la reculer. Le Diamond Pattern. Ça, c'est ton client, Alex? Oui, ça, c'est Maxime Béliveau. C'est-tu toi qui le suis, Yannick, au club? Bruno Morin. OK, c'est Bruno qui le suit. Parce que ce producteur-là, il a fait beaucoup de tests. Vraiment. Il a tout mis ça en public sur Facebook. C'est d'ouvrage. Tu sais, faire beaucoup de parcelles, c'est un job. Puis tous les tests qu'il a fait, tout publier ça. Puis dans le Diamond Pattern, en tout cas, il y a eu un méchant bon rendement. Oui, il y a eu un beau rendement. Le Diamond, ça a été fait évidemment que son planteur au 30 pouces, qui a passé 2 fois. Mais je pense que le gros avantage de son Diamond, c'est sa population qu'il a mis au final. Tu sais, il n'a pas mis juste 140 000 plants à l'autre. Là, il aurait fait 70 000. Je pense qu'il a fait 80 ou 85 000 fois 2. Fait que ça a donné un bon 160. Puis on l'a vu dans ses autres tests de Maxime. Je pense que c'est 170. Ouais. Il me semble que ça met. Ça résume ce que tu disais tantôt. Haute population cette année. C'est ça. Fait que, puis Maxime, c'est ce qu'on voyait. Il avait fait des tests 120, 140, 160. C'était à 160 qui était supérieur, qui a donné le plus de rendement. Pourquoi? Bien, il y avait moins de gousses par plant. Fait que augmente le nombre de plants à l'autre pour couvrir l'espace. Puis automatiquement, tu vas avoir plus de rendement. Oui. Parce que moi, cette année, je ne change jamais le semoir céréales semé du soya. Puis il m'a pogné une bulle. Puis finalement, c'est cette bulle-là qui fait en sorte que mon soya se tire avec une bonne moyenne. Parce que je dirais c'est un 3, un 4 dans du 15 pouces. Puis moi, un semoir céréales, là, un 15,90, ça déboule du grain. C'est pas précis. J'aime pas ça. J'aime ça au planteur, c'est correct. Mais cette année, ça m'a sauvé la vie. Ouais. Peu importe la semence. Alexandre, tu l'as vu, le 0,311, c'est un 1,45, 1,5. Tandis qu'un beau 30 pouces bien semé. Oui, avec une variété supérieure qui sort moins. Puis une tonne, je vous dirais, peut-être que c'est peut-être un peu moins. Donc, mais c'est ça cette année. C'est vraiment 7 pouces et demi, 15 pouces. Puis le végétal. C'est ça. Mais là, on fait un constat de l'année 2022. On ne fait pas une recommandation. Non, c'est ça. Dans le fond, genre, parce qu'il ne faut pas partir avec ça parce qu'avoir fait ça en 2021, Yannick, tu aurais été bourré de maladies. On le sait, c'était bourré de sclérotinia l'année passée. Cette année, on a tout essayé pour en avoir, il n'y en avait pas. J'en ai pas vu, nulle part. Ben, tu sais, parce que j'ai déjà semé du Cultana. Oui. Tu t'en souviens de ça? 100 000 de population à l'AUC, au-dessus de 2 tonnes à l'AUC de moyenne en semi-direct. Tu sais, m'emmener, c'est bon, semi-direct, mais il y a des années que ça marche moins bien. Ça donne juste de même. C'est une question de température de sol. Puis, on a semé le soya cette année, tu disais 13-14 mai. Oui, dans ce coin-là. C'était sec. Là, on va aller le mettre plus creux. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Il mouille, il fait froid. Comment ça y a pris de temps à sortir de terre? Une vingtaine de jours. Du soya qui ne sort pas de terre en dedans de 8-10 jours, il est déjà hypothéqué. Là, les vers, la mouche du semis viennent l'attaquer. Il arrive plein d'affaires. Puis finalement, il part avec 2 prises. Il y a tout eu les prises qu'il ne pouvait pas avoir cette année. Le soya. Mais le maïs, en somme direct, c'est bien comporté. Vraiment, 2021-2020. Parce qu'il y a des gars qui voulaient lâcher la pratique du semi-direct dans cette culture-là. Puis cette année, on a fait des retours de prairies. Ça a été beau parce qu'on dirait qu'il y avait de l'eau. C'était pas le combat de l'eau. Cette année, c'est vraiment, on a eu de l'eau au mois de juin, trop. Au mois de mai, sec. Mais au moins, cette partie-là, on l'a sauvé. Good. Éric, Sylvain, avez-vous de quoi rajouter sur le mois de juin? Au mois de juin, nous autres, on a eu un épisode de grêle. Fait que le maïs, il a mangé une claque. Il était super beau. C'était après avoir mis l'azote liquide, là, juste après. Mais ça ne l'a pas affecté. Le rendement était extraordinaire. Fait que, il y a des fois, on a peur. Là. Moi, je me disais, bon, on vient de perdre notre rendement potentiel extraordinaire. Du début du mois de mai jusque-là. Non, ça a été quand même bon. Fait que je n'ai pas trouvé l'explication encore. Là. Mais le reste de l'année a dû être super extraordinaire. C'est pas la première fois que j'entends ça. La grêle dans du maïs, ça, c'est du feuille. Puis, souvent, ça a été une des récoltes dans le maïs. C'est pas le premier à avoir vu cet effet. C'est un bon stade de grêle, finalement. Oui, ça refait les feuilles. Ouais. La grêle, la pollinisation, peut-être qu'on aurait fait la même affaire. Non. Mais on prépare d'automne. On va y revenir parce que le blé est arrivé plus tard dans l'état des cultures. Parfait. Et j'aimerais qu'on parle. J'ai vu une photo déroulée, Christian, de maïs qui est vraiment une drôle de couleur. Oui, il y avait du maïs. C'est toi, je pense. Ouais. C'est ta photo, ça. Oui. Et ça, c'est particulier. Là. Tu as vu, Yannick, du maïs bien mauve aussi, mais pas mauve par ronde, carence de phosphore ou par zone plus humide. Tout le champ mauve.
J'ai un producteur, ça coupait au couteau là, dans le milieu du champ, puis c'est la même variété qui continuait plus loin. Retour de maïs, tout était vert. Retour de céréales et engrais verts, c'était mauve. OK. J'ai de la misère à m'expliquer le phénomène, mais on a jasé, Yannick, cette année, il y a eu un stade critique en juin pour le maïs où l'engrais vert, en essayant de se décomposer, ou elle a tiré de l'azote, où il s'est passé quelque chose, mais le maïs a stallé, tout égal, il est venu mauve. Au final, ça n'a rien changé. Je l'ai suivi toute la saison, puis on a battu ça, puis ça avait même des meilleurs rendements que les autres champs. Mais ça a été stressant, cette période-là. Puis j'ai encore de la misère à expliquer ce qui s'est passé. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que l'engrais vert a pu capter ou qui a enlevé au maïs, ou bien ça a gardé le sol plus froid. Maintenant, je mettais le thermomètre dans le sol, j'avais 1 à 2 degrés de moins que mon retour de maïs à côté. Fait que c'est peut-être juste ça aussi. Ah ben, c'est bizarre. Ouais. On n'était pas habitué d'avoir des engrais verts de qualité comme ça dans les années antérieures. Des moutardes qui viennent juste à montaison. Puis là, on a du stock qu'on incorpore au sol ou en somme direct. Fait que ça amène une biomasse que finalement, tu te dis, ben, il a recyclé le fumier, mais tu sais, t'as étendu ça au 1er août. Le fumier, l'as-tu recyclé ou il l'a tout pris? Il y a ça, des fois, on calcule, mais finalement, on devrait le mettre dans le bienfait du santé des sols, mais dans la fertilisation, peut-être faire attention, dire, oups, il va se dégager un petit peu de moutarde, là, puis la décomposition, puis je pense que j'ai intérêt à en mettre un petit peu plus pour être sûr. Puis moi, j'ai 2 champs que j'ai vraiment vu ça un peu. Ça n'a pas venu mauve, là, mais ça se tordait un peu plus. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, pas dire une belle moutarde de... C'est le fun pour les skidoo, ça. Ils ne passent pas durant l'hiver dans ce temps-là. Là. Puis, si on vient au maïs, par exemple, on avait fait un guess, savoir quelle date qu'on prévoyait la fermeture des rangs. Ouais. Puis, finalement, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, pas mal de rangs étaient fermés. Là. 24, 25, 23, 24. Fait que, regarde, on voit là une photo, justement, du Diamond Pattern là, de Maxime. On va la voir revenir. Fait que là, on serait rendu au mois de juillet. Ah, ça, c'est la parcelle de chez nous. Rock avait été enlevé toutes les autres pancartes de Pioneer pour laisser rien que celle de NK. C'est pas de la saine compétition, ça. Non. Hey, en passant, tous ceux qui écoutent, vous pouvez commenter aussi. Vous avez des questions, quoi que ce soit. Écrivez dans le chat, que vous soyez sur n'importe quelle page Facebook ou même YouTube. On est capable de tout voir les commentaires comme ceux-là. Je check dans le bas de l'écran. Rock n'est pas vrai menteur. OK. Donc, c'est ça. Le mois de juillet, bon, ben, un moment donné, il a commencé à faire chaud. Un moment donné, il en a vu du puceron. Ouais. Beaucoup de pucerons. Comme 2007. Oui, puis je me demande si c'est pas pire en plus. Oui, hein? Puis on était habitués, quoi, dans les 10-15 dernières années, on regarde le puceron aller. On ne le regardait plus. On dit, bon, de toute façon, il y a de la coccinelle. Ouais. Quand on le voit, il est déjà trop tard. Les populations réduisent. Fait qu'on a laissé ça aller. Je me demande si j'ai dû regretter quelque chose cette année, c'est de ne pas avoir recommandé plus d'insecticides dans le soya. Personnellement, ça a fait beaucoup plus de dommages que je pensais. Parce qu'on parlait du soya qui n'avait pas développé. Il était sensible. Le soya, il y a de l'orgueil. Fait que l'orgueil, le puceron va venir chercher un petit peu de cet orgueil-là, mais cette année, il n'avait pas de reste. Hein. Ah non. C'est comme quelqu'un qui est déjà à terre, fesse-le pas. Oui. Ben, la loi de la nature, là, on attaque le plus faible. C'est ça qui s'est passé. Un soya chétif en semi-direct d'une prairie de foin. Et tu voyais même plus le soya tellement qu'il y avait de pucerons. Là, ça n'avait pas de bon sens. Puis ça a mangé. Il est arrivé le puceron autour du peut-être 10 juillet. Sa pire semaine, ça a été la dernière semaine de juillet quand il a fait très chaud. Là ça a été le coup de grâce. Là. Les reins de 30 pouces. Il avait envie peut-être de se fermer. Là, si on revenait à 15 pouces. Ah non, c'était l'enfer. Tu te promènes, tu regardes ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas rien dans le soya. Il ne se passe rien. À un moment donné, je t'appelais, puis donc, le soya, il bouge plus, tu sais. En 2007, là, la finance agricole, pendant 2 ans, on avait des populations de 2000, 2500. Cette année, on avait des 4000 et des 5000. Ah, c'est incroyable. Assez des fois, on regardait, puis on disait... 4000, 5000 pucerons par plant, tu veux dire? Ouais. Puis le plant n'est pas gros, fait que là, ouais, c'est ça, en plus. Il se plie à ses pieds, là. Ah, carrément. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de commentaires assez partagés sur justement les traitements. Tu disais, OK, toi, tu as un regret, dans le fond, Alex, à ce niveau-là, mais je pense encore qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question, ça valait-tu la peine de traiter ou non? Mais c'est sûr, là, moi, encore une fois, là, je ne suis pas assez connaissant. Là, quand vous me parlez de 4000 à 6000 par plan, je me dis,
oui, c'est sûr que ça l'affecte, là. Mais en tant que tel, il y avait quand même vraiment dans les commentaires du monde, ah, moi, je n'ai pas traité, puis je suis bien content de ne pas avoir traité. D'autres monde qui disaient, ah, moi, je ne suis pas sûr que ça va valoir la peine. Je ne suis pas sûr que c'est si clair que ça encore. Jean-Philippe, je partage, moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas pour ça. Puis souvent, j'espère que les prédateurs, les coccinelles arrivent. Mais cette année, dans un cas particulier que le Soya avait aucune défense, puis on le voit partout. J'avais des commentaires d'Annie Desrosiers en Mauricie. Toutes les cartes où ils ont arrosé, il y avait une augmentation de rendement. Mais on ne partira pas à voir en disant qu'automatiquement, on va des pucerons. Cette année, le Soya était vulnérable. Le puceron l'a affecté. L'année prochaine, on va semer trop fort? Non, on va semer aux 30 pouces. Puis le puceron, sûrement qu'il ne sera pas aussi dévastateur que cette année. Moi, je pense que c'est plus ça qu'on va tirer. Mais on va peut-être conclure que quand le Soya est petit, rachitique un peu, mais il pourrait avoir. Mais c'est sûr que c'est le côté collectif. Hein? Le matador, c'est tous des produits que des fois on est à l'aise ou pas à l'aise. C'est ça, on ne veut pas nécréciemment travailler avec ça. Ils sont dommageables à l'être humain, ils sont dommageables pour tout. C'est pas loin le flux nerveux. Okay. Sauf que là, si on fait le constat de l'année avec les résultats de ceux qui ont fait des tests traités, pas traités, on parlait de pratiquement un quart de tonne à l'autre. Qui est à ce point-là. Fait, moi, mon gauge à cette heure, c'est quand je me promène en pick-up à 100 km/h, puis je suis capable de dire qu'il y a du puceron dans un champ parce que les têtes sont rendues rabougries puis chétifs, c'est clair, je vais arrêter puis recommander. Si tu le vois visuel comme ça, puis que tu vois qu'il y a un effet sur la physiologie du soya, je vais me poser la question. Mais Alex, tu ne peux pas débarquer dans ce temps-là. Il y en a tellement qui se fait manger les pantalons. Il ne débarque pas. J'ai peur de me faire enlever des fois. Il est tout le temps en short. Il n'y a pas d'aller dans sa main. Puis il y a du poil en masse aussi. Imagine comment il y en a qui me grouillent le soir quand j'arrive à la maison. Ma blonde est bien contente. Les coccinelles, là, quand on a été dans le champ pendant la tournée, là, moi, je ne savais pas ça, mais Christy, les petites maudines, ils piquent en tabarnouche. Là. Il y avait faim. Le monde est revenu en disant, ben voyons donc, ça pique donc bien, ces bébites-là. Mais je ne pensais pas que des coccinelles, ça piquait, mais on m'a dit qu'il y avait 2 espèces de coccinelles maintenant. Est-ce que c'est ça, en réalité, la problématique? La gentille, c'est la belle vieille coccinelle à 7 points. Puis celle qui mord, c'est la coccinelle asiatique qui a beaucoup plus que 7 points et qui est plus orange, là, elle n'est pas rouge. Mais la méchante, c'est comme dans Marvel, elle est chauve. Les méchants dans Marvel sont tous chauves. mais je pense que tous les citadins savent qu'il y a eu du puceron cette année parce que de la coccinelle au mois d'octobre, puis à la fin septembre, je ne sais pas, vous savez, mais moi, j'ai un silo de 20-80, là. Sur le côté du soleil, c'est à grandeur. Ouais, la maison de briques. C'est incroyable. La porte est blanche, les coccinelles se promènent, puis ils font de quoi? On dirait qu'il y a un exhaust en arrière qui pousse. La porte est tout sale. Ça n'a pas d'allure. Elle l'a lavé la porte 2 fois. Puis elle est encore due. Mais c'est vraiment un signe. On a eu. C'est incroyable. C'est un des automnes qu'on a vu plus de coccinelles, fait que c'est relatif avec les il y a un lien direct. Il y a un lien carrément. Puis quand les battages de soya se faisaient, ils sortaient des champs. Oui, c'est ça. Dans le temps des battages de soya que les maisons sont remplies. Le 4-5 octobre, là, dans ces coins-là, même, mettons, c'était fou. Ouais, il s'est vendu du Buck-Tech cette année-là, je pense. Sylvain, de ton côté, as-tu arrosé du soya, toi, au insecticide? Oui, on en a fait, mais disons que de moins en moins intéressé de faire du matador ou ben non le lambda, cette famille-là. Puis l'autre, je ne me rappelle pas du nom, c'est-tu du Cevita, je pense? C'est Fina, je pense. C'est Fina. Il n'y en avait plus. Fait que nos fournisseurs nous ont sélectionné les champs. Il y en aurait fait un peu plus, là. Mais dans certains cas, nous ont dû ça rien donner. T'es rendu trop tard. Il y avait trop de dommages. C'est bien comme je vous disiez, c'est toujours le soya le plus rachitif là, qui se fait maganer. En fait, c'est pas là que tu vas chercher un gros rendement en partant. Mais les belles pièces qui ont eu du puceron n'ont pas été trop affectées de ce qu'on me disait, mais tout ce qui était vraiment pas beau, lui, m'a une claque. Par chez nous. En tout cas, chez nous, c'était du simple au double d'un rendement. Entre affecté, pas beau, puis rachitif, là, ça n'avait pas de sens. Donc, le 30 pouces, ça me dirait. C'est un peu ça. Oh, oui, clairement.
Ouais. Dans le sable. Ouais, c'est ça. Même dans l'argile. Ouais. Il n'est pas venu haut. Ouais. Non, c'est ça. De l'argile, puis c'était pas trop beau cette année. Éric, de ton côté? Oui, c'est la deuxième, on avait du puceron dans le soya. Très l'an passé, ça ne servait à rien parce que était beau et tout ça. Puis cette année, incroyable, je pense, là, traité versus non traité parce que la pression était tellement. Ouais. Hey, Éric, t'aurais-tu un set d'écouteurs pour brancher après ton iPhone? Essayez pour voir si ça améliorerait pas ton son. OK, parce que là, on pogne à peu près un mot sur 3. Ah, OK. Choisis bien tes mots. Ouais, ça peut sortir bizarre. On lit sur les lèvres. Ouais, on lit sur les lèvres avec le langage. Là. Tranquillement. Peut-être vous allez avec ton mot. Si je vais tranquille. Ben, pour résumer, je pense qu'Éric voulait dire de semer du Pioneer partout. Non. Non. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas eu de problème de puceron. Pas beau. Non. Bon, ensuite, dans le maïs, on a vu les croix sortir assez de bonne heure. Quand ça ferme des rangs de bonne heure, souvent, les croix sortent aussi de bonne heure. Moi, quand je vois que les croix sortent de bonne heure, c'est un indice habituellement qu'on va avoir du rendement à l'automne puis une bonne humidité aussi à l'automne. Pas spécifique. Bon, tout suit. Là. Tout suit. Fait que c'est ça. Dans le maïs, il n'y a rien à dire dans le blé d'Inde. On va en parler dans la récolte, là, mais tout tabou, je veux dire. Les croix ont toutes sorti, puis à peu près toutes égales aussi. On dirait, peu importe l'unité thermique qu'on avait mis. Vous remarquez, les épis, il n'y avait pas de phénomène. Cette année, avec la population qu'on avait, le bien semé, l'uniformité a fait en sorte du rendement. Parce que des gros épis de 18-20. Yannick, essaie de regarder la caméra quand tu parles, parce que quand tu regardes Alex, le son s'en va de l'autre bord, puis je l'entends dans mes écouteurs, ça fait ça de même. Je dis, on n'a pas vu de gros battes. T'as entendu, là? Oui, là, je l'ai entendu. Il y a autre chose aussi, il n'y a pas eu de vague de chaleur. Hein? On a eu un temps chaud, mais pas très long, puis ça n'a pas été chaud, épouvantable. Il y a des années, là, pendant plusieurs jours, justement, là, pendant cette période-là, c'est chaud. Puis ça, je pense que ça nuit aussi au rendement. Là. Quand sorti de quoi, pas si pire, mais un peu après. Là. Est-ce que je me trompe? Canicule. Juste pour Sébastien Valolien, on ne parlera pas de houblon, mais on boit de la Pioneer. Good. Qu'est-ce que tu avais dit, Jean-Philippe? J'ai juste dit qu'il n'y a pas eu de vague de chaleur vraiment importante non plus en juillet. On a eu quelques semaines de temps chaud. Pour ceux qui aiment avoir des gros étés chauds, là, on n'a pas eu le top de l'été pour ça, mais pour le maïs, ça a été une bonne chose là, aussi. Là. Ça a toujours été bien constant, puis il n'y a surtout jamais manqué d'eau. Hein. La population était toute là, il fallait qu'il manque de rien. Il avait initié quand même des beaux épis. Au départ. Il y a eu de l'eau dans la pollinisation, les épis étaient finis jusqu'au bout. Effectivement, il n'y a pas eu de stress bien particulier pour le maïs cette année. Là. Il était sur son air d'aller toute la saison. C'est pas la même histoire que le soya, disons. Ouais. On a une question aussi. Quelle date pour vous est le bonheur pour la sortie des croix? Moi, je répondrais dans la première semaine des vacances de construction. 20-21. Ouais, on parle autour du 20 juillet, nous autres, on est à l'aise. On dit 1er août, puis la sécurité de la récolte, sauf que ça ne garantit pas d'avoir un poids spécifique de 2 et mieux. Le 20 juillet, même si je gelait le 10-15 septembre, ça ne serait même pas si grave. Là. Non, c'est ça. Mais on a eu une belle saison pour que ça arrive aussi. Là. Ouais. Ben, pour le maïs, pas pour le soya. S'il y avait une croix, il n'aurait pas fait, lui. Non, c'est ça. Christy, non. Il faut savoir que tu as entre 55 et 65 jours entre la sortie des soies et le point noir. Ça te donne une idée. Si ça sort le 20 septembre, le 20 juillet, ben, le 20 septembre, on est sur le bord du point noir, donc 95 à 100% de ton rendement potentiel. Ouais. Good. Dans le maïs, c'était pas mal ça. Je veux dire, Sylvain, toi aussi, tu as eu du rendement pas mal. Puis Éric,
Eric, je pense un petit peu plus. Je pense Olenka, de la manière qu'il parlait, mais en tout cas, c'est parole de vendeur. Non, c'est des farces, des farces. Je pense qu'Eric, il est gelé. Ouais, il n'était pas content. Hein. Ouais. Justement, Network Connexion 0 sur 10. OK, ouais, il est gelé. C'est beau. Ensuite, au mois de juillet, c'est au mois de juillet, Jean-Philippe, que tu as introduit le blé dans l'état des cultures. Oui. Oui. À titre d'essai, par contre, c'était vraiment la première année qu'on faisait ça. On l'a fait sur le fly vite, vite. Là. En fait, on a commencé les premiers tests fin juin, puis là, après ça, en juillet, là, ça a commencé à partir. Moi, personnellement, je ne peux pas trop me prononcer. J'ai vu les résultats qui sont rentrés, je les ai interprétés un petit peu. J'ai présenté quelques éléments là, dans le rapport à chaque semaine, mais je manque encore un peu de connaissances pour bien comprendre, là, puis suivre ça exactement. Puis, honnêtement, on n'avait pas tant de données que ça. Fait que ça donnait un aperçu, c'était intéressant. On voyait quelques problématiques, mais moi, la perception que j'avais, c'est que tout a été quand même vraiment super bien dans le blé cette année, dans l'ensemble. Là. Mais les rendements étaient excellents aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais évidemment, il faut faire toujours attention. On va parler de rendement tantôt. On parle dans l'ensemble. Hein, on ne parle pas dans des cas spécifiques parce que des fois, je parle à des gens qui disent je ne comprends pas. Vous parlez de bon rendement, mais il me semble que ce n'est pas ça que j'ai. Oui, mais de façon générale, évidemment. Mais moi, c'est la lecture que j'avais dans le blé. La seule chose que je rajouterais par rapport à ça, c'est que c'est sûr que là, on va relancer ça plus tôt l'année prochaine. Là. Fait comme ça, on va commencer à suivre la survie à l'hiver, probablement, puis etc. Partir ça plus tôt, fait que là, ça risque d'être beaucoup plus le fun. Là. Puis, on va intégrer aussi d'autres régions. Là. Ça fait des années que des gens disent pourquoi vous venez pas dans notre région, la tournée? Ben là, avec le blé, exemple, dans des régions un petit peu plus périphériques où il se fait moins de maïs et de soya, ben, on va être capable d'aller faire des suivis là aussi de l'état des cultures. Fait que ça va être le fun. Fait que voilà. Pour le blé, bon, on va y aller au mois d'août, mettons, pour le blé. Pour le blé. C'est pas tellement long. Je vais changer ça de date ici. Félicitations, hein, Christian, en passant. Très beau travail de montage. Ça a l'air niaiseux, mais faire ça t'a pas pris 2 minutes, je suis certain. J'ai trouvé des trucs, et ça allait assez bien. Avec 2 écrans, c'est assez magique. J'ai pris le lien que tu m'avais envoyé, Dropbox. Je prenais les photos, je les glissais dans l'autre écran, directement dans mon Canva. Fait que j'ai monté ça comme ça. Oh, le têteux. Oh, le têteux. Non, mais il est-tu têteux? Puis là, il en a profité pendant qu'Éric est parti, hein, c'est ça? J'ai pas vu de quoi tu parles, là. Non, c'est ça. OK, regarde les coccinelles. Oui, on a eu des super bonnes photos. Puis en passant aussi, là, je vois que les noms ne sont pas marqués pour toutes les photos. Mais c'est que dans le fond, c'est tout un ouvrage, là, rajouter les noms, puis les fermes, tout ça. Je tiens à remercier tout le monde qui ont partagé des photos. Tu sais, ça donne tellement une belle dimension aux informations qu'on reçoit à chaque semaine. Là. Ouais. Puis des fois, des photos cocasses. Je ne sais pas si tu as ramassé celle où il y a vraiment une coccinelle qui est en train de bouffer un puceron. Ça, c'était Catherine Pelletier de Gérard Maheu qui me l'avait envoyé. Mais la photo est écœurante. C'est un zoom. Tu vois carrément la bébête en train de bouffer le puceron. Là. C'est fou. Non, j'ai vu les 2 coccinelles qui étaient en train de créer d'autres coccinelles, mettons, là, pour s'attaquer aux pucerons. Question niaiseuse comme ça, est-ce qu'ils font vraiment ça quand ils sont comme ça? Non, tu sais, c'est des insectes quand même, mais enfin, bon, bref. Là, c'est pas des poissons qui n'ira pas fertiliser les œufs, là. Il faut qu'ils fertilisent en dedans. C'est comme une poule. Le coq, il faut qu'il passe par-dessus la poule pour que les œufs soient féconds. Je sais bien. Bon. Bref, j'ai eu beaucoup de photos comme ça en passant. Ah, OK. Coq et poule? Oui. Exactement. Pas tout oubliable. Bon, pour le blé. Dans mon cas, moi, j'avais du blé d'automne. Le rendement, chicken swell, pas un mot à dire. Longtemps, au printemps, j'étais avec Alexandre, marchais dans les champs. Crème, on le garde-tu, on le garde pas? Ah, garde-les. Ouais. Maintenant, je me suis souvenu de ce que Sylvain Reynaud m'avait déjà dit. J'aime mieux un blé d'automne lettre qu'un beau blé de printemps. Bon, OK, on va le garder. Je me suis conditionné à le garder. Et finalement, l'enfer. Le rendement qu'il y avait là-dedans, là, c'était hallucinant. J'ai récolté, mettons, bonne quarantaine d'acres sur mon 50 acres. Et si on prend le 50 acres au complet, j'ai plus que 2 tonnes à l'acre. Avec la moyenne, pas fait que, non,
Mais dans le restant, il y avait des ronces que le blé n'avait pas survécu. J'ai semé du pot fourragé pour me refaire de la semence. Mais chose que je ne ferai plus. Mais on apprend. Mais c'est pas grave, je l'ai essayé. C'est une bonne idée, c'est juste un peu complexe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'appelles du monde pour le cribler. Non. Là, je suis comme pogné avec ça, puis j'essaye de le vendre, là, blé et pois mélangés ensemble pour faire des engrais verts. Mais au moins, je vais faire des J'ai découvert, si t'en veux, Yannick, va t'en vendre, là. Garde ça, je vais te l'acheter. Ouais, parfait. Parce que t'es mon pocheur de seigle aussi, n'oublie pas. Moi aussi. Puis c'est ça. Non, mais puis, juste pour faire une petite aparté, j'avais de l'orge de brasserie aussi, au-dessus de 2 tonnes à l'heure, tout a classé, super belle qualité. Les céréales, cette année, c'était... J'ai fait plus d'argent avec les céréales qu'avec mon orge de brasserie qu'avec mon soya. Imaginez-vous, des fois, on dit le rendement de grain, mais le rendement de paille, puis tout a suivi. Là. Ça, je disais à Alex tantôt, du 5 tonnes d'hectares de paille, puis du 5-6 tonnes de grain. C'est du 11 tonnes, ça. C'est du stock, là. Oh, c'est vraiment... Ben, moi, la seule affaire, je pense, je sais pas, là, mais, on a un printemps qui n'a pas été pour notre soya, mais c'est un printemps froid. Un printemps froid, c'est un printemps de céréales. Céréales, même les blés de printemps, les orges. Est-ce qu'on est capable d'avoir les deux ensemble tout le temps? Des fois, on a tout le temps, mais bonne année de soya, moins bonne année. C'est ça qui me titille avoir un peu. tout du beau Tout partout. beau, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est d'où l'importance de la rotation. Ouais, on travaille avec des familles différentes de plantes, fait que c'est sûr que ça peut pas être 3 sur 3, là, en tout cas, rarement. Là. Mais j'avais jamais vu ça cette année, un développement végétatif de céréales aussi élevé. Là. Je suis pas bien grand, je le sais, mais de l'avoine à hauteur de ma tête, j'ai jamais vu ça. Là. Ça doit pas être le fun si ça couche, ça, là. Non. Mais ça l'a couché beaucoup quand même cette année parce qu'on a eu des bonnes pluies un petit peu avant la récolte. Là. Ben, ça l'a couché. Ça l'a canté. C'était ramassable. Pas personne qui n'a pas pu ramasser son stock. Là. Ouais. Puis regarde, on le voit, là, au mois d'août, les rangs ne sont pas fermés. Habituellement, à partir du 15 juillet, on pourrait dire que le soya explose. Mais là, c'est pas ça pas en tout qui est arrivé. Là. Fait que déjà, quand tu vois ça, en tout cas, nous autres, on sait qu'on n'a pas 2 tonnes à l'autre quand les rangs ne se touchent pas. Non, c'est ça. Ça a tout pris pour avoir 1 tonne. Puis le pire, c'est que ma terre, mon trou à marde, comme je l'appelle affectueusement, ma terre inondable, j'ai semé ça le 21 juin au 7 pouces et demi, 200 000 de population. J'ai eu le même rendement que mes terres d'en haut. T'sais, mais le 21 juin, il n'y a pas eu le coup d'eau qui était mortel pour les autres. Non, mais il a fait chaud après. C'est parce que la tête a tout le temps mouillé. Fait que, finalement, on va semer le 21 juin la prochaine. On rit, mais des fois, il n'y a pas tant moins de rendement. Non. Good. Je vais te montrer un commentaire. Je ne sais pas si tu peux le voir, ce que Rock a écrit. Alex, ça s'adresse à toi? Je vois celui de Roselyne, moi, je ne vois pas rien. OK, il y a un petit délai d'abord. C'est parce que Alex puis Yannick, eux autres, ils le regardent via YouTube, c'est pour ça. Là. Ah oui, c'est une bonne question. Rock, il demandait si j'avais fait le test du iPad. Le fameux test du iPad, tu es dans un blé d'automne pour voir là, si tu as 4 tonnes à l'autre. Tu prends ton iPad, tu le déposes à l'horizontale sur le couvert de blé, sur le canopé, puis il est supposé tenir. Ça l'a failli tenir, mais je n'ai pas réussi. Chez Stéphane Vouligny, j'avais essayé. Puis, moi, j'avais entendu une casquette. Tu laisses des choses, mais une casquette avec la population. Ça a l'air qu'en Europe, là, ils lancent un chapeau, peu importe, ça reste tout le temps sur les grappes. Mais au Québec, avoir cette population-là, je te dirais, cette année, je l'ai lancé souvent. Regarde, Yannick, tu vas mettre le micro vers Alex. Nous autres, d'habitude, j'ose ensemble. C'est ça. Laisse-nous d'autres seuls. Non, mais c'est son port. Bon. Je me suis fait plus que je disais. Mais finalement c'est, tu parlais de du iPad. La casquette. Mais iPad, je pense que c'était Wheatpeat. C'est Wheatpeat. C'est pas parce que tu en avais parlé dans le... Faisons une plug. Diane et Couture, remettre les pendules à l'heure, une émission exclusive sur Patreon. Donc, c'est pour ça, pas Alexandre, mais Rock est abonné Patreon, puis c'est... Il avait reparlé de cette fois-là. Mais j'ai pas réussi encore. L'iPad a tombé, mais partie remise. Mais un iPad Air. Là. Enlève ton gros case auto, ça va lui donner une chance. Puis, Éric, de ton côté, des céréales, je sais que NK, vous ne suivez peut-être pas des céréales, mais je ne sais pas si tu en fais, toi, parce que je sais que tu cultives un peu. Moi, je ne fais pas, mais tous ceux qui l'automne, ça a été mon coin, là, très bon blé de printemps, très bien fait, là, en général. On a eu
eu des belles conditions, même plus la saison. Fait que... Good. Sylvain? On va mettre ton son. Oui, je suis là. Oui. Toi, tu avais du seigle, je crois. Oui, c'était du seigle. C'était du seigle qu'on avait semé, que finalement on a gardé. C'était supposément juste un couvert. On l'avait semé un petit peu fort. Puis ça a été correct. Mais pour ce qui est des rendements, j'ai rien. J'ai pas de carte, j'ai pas de façon de l'avoir, puis on n'a pas le vendu, on le garde. Donc, c'est ce qui a servi de couvert pour cet automne. Mais de la paille, comme tout le monde dit, c'était écœurant. Puis belle, propre, puis de qualité, pas de poussière. Pour ça, c'était vraiment bien. Puis vite de même, Sylvain, tu as semé dans du seigle vivant au printemps. Oui, de soya. Oui. Puis tu réessayes-tu encore dans du seigle vivant au printemps prochain? Oui, on va réessayer, mais il y a bien des paramètres. Ça, avec mon agronome du club, là, il y a bien des choses qui n'ont pas marché. Je veux comprendre pourquoi pour essayer d'améliorer la façon de pouvoir semer direct dans du sec. Parce que la levée a été là. Le semis a été excellent pour une semeuse. C'est une semeuse semi-no-till, un sunflower, là, au 15 pouces. Là. Puis on avait semé même dans du seigle vivant, arrosé 10 jours plus tard. Avec la batteuse, sur le petit moniteur qu'on a, c'est pas une carte de rendement, c'est juste un moniteur, il n'y avait pas de différence entre les deux. C'était pas bon, mais il n'y avait pas de différence entre les deux. Fait que c'est à recommencer, mais j'ai besoin de plus de paramètres pour le faire comme il faut, parce que si je me fais cette année, j'en ferai pas. Ben, c'est juste travailler comme il faut. Hein? C'est une technique à apprivoiser aussi. Là. Pas, oui, exact. Exact. Pas toujours évident. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non. Je vous écoute, j'apprends, je comprends. Je vais faire une anecdote, moi, puis ça fait longtemps que j'en presse de la paille, puis j'ai jamais vu des rangs comme ça. Puis d'habitude, tu presses avec une grosse presse à balle carrée, tu as une bonne 3,5, 4 000 à l'heure. Là, j'étais 1,5, 1,8 à côté de la paille, puis de la paille. Puis là, mon genre, il passe, il se dit « Hey, tu avances, ah ouais! » Hey, je peux pas, je vais embourrer, là, tu sais, oublie ça. Mais cette année, c'était ça. Puis on l'a vécu dans le foin. Premier couple, là. On a des rendements de 10-11 tonnes hectares, puis on a 8 tonnes à la première coupe. Ça passait pas dans la faucheuse, puis dans la paille, c'était pareil, des andins qu'on a rarement vus. Les semences Nicolette, je fais du blé d'automne pour eux autres, puis ils prenaient la largeur du guétard. Le guétard était comme pris dans le rang de blé, là. Le rang de paille, c'était vraiment impressionnant. On va s'en souvenir. Ouais, moi, dans mon orge de brasserie, habituellement, dans l'orge de brasserie, de la paille, c'est pas avec ça que tu fais ton argent, là. Puis j'avais en haut d'une tonne à l'autre de paille cette année. Fait que le maximum que j'avais eu, c'était à peu près ça, 900 à 1000 kilos à l'autre. J'ai dépassé peut-être 1,1, 1,2 tonnes à l'autre de paille. Là. Il y en avait pas mal. C'était assez impressionnant. C'était d'habitude, calcul 4 à 5 grosses balles à l'autre. Là, on avait 8 et 9. Oui, c'est ça. Puis mon père, il a battu un peu de céréales. Pour moi, à un moment donné, cette année, il fallait que je vienne chercher un camion, puis il a fait Cocteau. Il était là, il dit « Christy, j'ai jamais vu ça, moi, du rendement de même d'un céréales. Ouais. » Il dit « Tu regardes, tu es dans la batteuse, tu regardes à terre, tu vois même pas le sol, tu vois juste jaune. Des grappes. Juste des grappes. Puis en tout cas, moi, l'orge de brasserie, pour moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'aime ça. C'est une méchante belle culture. Je suis tombé en amour, moi, avec l'orge de brasserie. Quand je vois qu'il y a du monde qui ont abandonné la culture, ça me fait un peu mal au cœur, mais il y a de quoi essayer. L'orge de brasserie, là, je ne serais pas déçu. Il y a tout le temps du beau rendement là-dedans. J'ai jamais été... C'est de la 2 rangs. C'est de la 2 rangs, puis facile à battre. L'argile aussi. Hein? Ça aime l'argile. Ça aime les terres fortes et grasses. Oui, puis en tout cas, moi, j'ai jamais été déçu. Fait que, une fois que tu comprends pourquoi qu'elle ne classe pas, tu t'arranges pour pas que ça arrive. Tu sais, il y a des affaires, c'est la météo, elle peut te jouer un tour ou des trucs de même. Là. Ou comme sauter un moteur quand tu commences à battre, puis là, tu attends le forfaitaire parce que tu n'es pas dans sa liste. Fait que, des choses qui arrivent. Good. Là, après ça, on va aller. Je pense que je n'avais pas de septembre. On passait straight à la récolte de soya. Oui, c'est récolté du soya en septembre, Christian. Oui. Oui. J'ai commencé le 10. 10.
Probablement avec le meilleur rendement que j'ai vu dans la saison. Ouais, on n'a pas vu ça. Ouais, on a allumé les réseaux sociaux, 1,8 tonne avec du double 0,5, du soya ultra hâtif. 10 septembre, tout était beau. Ouais, ben, on n'a pas revu Après ça, il s'est mis à pleuvoir pendant 2 semaines de temps. On a dit, on ne sommera pas de blé d'automne, on va battre dans la boîte. Ouais. Puis après ça, ça a parti vraiment là, incroyable. Ouais, on a eu du beau temps pour battre après. Mais les soya hâtifs ont venu pareil comme les soya tardifs. Tout était prêt en même temps. Oui, tout était prêt en même temps. C'est ça. Il fallait arriver avant cette pluie-là, mais là, c'est les ultra hâtifs semés très de bonheur qui pouvaient y arriver. Ouais, puis quand que la pluie a fini, pour qu'on était capable de rentrer dans le champ, tout était prêt, puis tout s'est battu en même temps, puis des belles conditions. Et ça, j'ai mon chauffeur personnel. Ah. Ça, c'est Charles-Henri, c'est mon plus jeune dans le champ de soya dans mon trou à marde. Ça, c'est quand j'ai brisé avec la batteuse. C'était une méchante belle journée, puis j'attendais mes pièces de batteuse. Mais, tu sais, comme moi, ça, c'est ma parcelle de soya. On voit la différence de couleur, c'est le fun, mais, tu sais, c'est là que j'avais eu mes meilleurs rendements dans ce champ-là. Mais encore là, c'était pas vargeux, là. C'était pas extraordinaire. Ouais, c'était 1 tonne 4 à 1 tonne 6. Là. Tu sais, ça reste en parcelle. Là. On ne fait pas le cintre, on ne fait pas les bords de champ. C'est ça, c'était comme dans le meilleur, si on veut, là, d'une certaine façon. Puis vraiment pas impressionnant là, comme rendement. Là. Puis partout ailleurs, c'était ça. Là. C'était pas une année à soya, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Beaucoup de pertes à faux aussi par la hauteur de la première gousse. On dirait qu'on perdait quasiment 2 pouces par plan, là, la hauteur. Fait que tu fendais les 2 ou même 4 premières gousses. C'est pas long quand tu te mets à calculer le nombre de fèves qu'il y a à terre au pied carré que tu peux perdre 0,1, 0,2 tonnes à l'autre. Puis il y avait beaucoup de pertes dans la table cette année. Oui, c'est vu qu'il était court. Là. Ça niaisait, là, ça a faux. Fait que on perdait bien. C'était sec. Le soya était sec. Fait que la bine, elle rouvrait tout de suite. Là. Ouais, les gousses étaient fragiles. Good. Éric, de ton côté? Entendu les rendements. Très beau rendement, médiocre. Des places, c'était bien valeur. C'était de façon culturelle, de semis. Mais en général, dans mon plus tardif, les variétés hâtives. Tu as plus de rendement dans tes variétés hâtives que tardives, tu veux dire? L'inverse. L'inverse, OK. C'est beau. Parce que toi, tu es à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, hein? Exact. C'est une région en quoi? 2008-2009? 3000. 3000? OK. Sylvain, je sais que toi, on se parle souvent via Twitter, là. Oui. Je trouvais que ton soya, toi, était vraiment en cours cette année, mais tu sais, c'était un peu le problème partout. Tout ce qui avait été semé semi-direct dans le seigle intercalaire, là, où entre les rangs de seigle brûlés ou vivants, ça a été médiocre. Moi, j'étais en hectare, là, ça me donnait à peu près 2 tonnes à l'hectare pour le semi-direct de soya. Tout le reste, par exemple, sur travail labouré, retour de maïs, ça, j'ai eu des pointes à 5,5 là, à l'hectare. Ce qui était terrain travaillé a été raisonnablement bon. Puis ce qui était semi-direct, c'est pour ça que je dis j'ai bien à apprendre. Là. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Fait que c'est le semi-direct qui nous a vraiment, vraiment calé. Parce que dans le reste, ils puceront cette année dans tout ce qui n'était pas beau, le semi-direct. Fait que le reste était un petit peu épargné. Okay. Mais au total, on a peut-être perdu 40 tonnes là, sur la grandeur de 100 quelques hectares. Là. Ce qui est beaucoup. Mais bon, on apprend. Oh oui, mais là, il y avait la saison, là, c'est pas parce que tu n'as pas fait une mauvaise job. Là, on n'a pas eu une belle saison pour le semi-direct. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Oui. Mais tu sais, je sais bien qu'on ne peut pas savoir en partant là, au début de l'année. Là. Mais on met toutes les bonnes chances de notre côté là, pour ne pas se décourager. Là. Exact. Côté récolte de soya, après la récolte, on a eu du beau temps. Faire des couverts ou faire du blé d'automne. Maintenant, Alex, je t'appelle. Ah, va te prendre du blé d'automne. Ah, j'en ai plus. Oh. On a été chanceux. On a vraiment eu un beau mois d'octobre puis début novembre incroyable. Ouais. C'est semé dans la date.
octobre. Ah oui, puis il a commencé à taler même ce qui a été semé le 11 octobre. Puis, plus beau qu'une année normale. Oui. L'année passée, on oublie ça parce que l'année passée, c'était incroyable. C'était venu même quasiment trop long, les secs. Là. Mais une année vraiment beau développement. Non, là, il y a une belle longueur, il est bien uniforme. Début talage pour le blé, le seigle, full talage. Là. Fait que, non, ça augure. À date, ça augure bien malgré la quantité d'eau qu'on a là. T'sais, mettons, on regarde la photo qui venait de passer. Je vais la remettre. Là. Attends un petit peu, je ne suis pas capable. En tout cas, moi, j'avais semé des couverts à défoliation du soya. On a vu un moment donné le Salford dans le soya. C'était mon tracteur avec mon épandeur de l'Akuma. Il y a une partie du chèque où le verre a poussé, mais où ce qu'on a fait de la parcelle, il n'y avait pas de couvert qui a poussé là, pas en tout. Puis, c'était de même dans d'autres champs, mais vu que ça n'avait pas marché, bon, il fait encore beau. Maintenant, il rappelle Alex, t'as-tu encore du seigle? Oui. Je vais t'en prendre, continue à faire beau. Mais on va semer du seigle. Moi, parce que j'ai semé à voler et ça n'a pas pogné, je m'ai semé du seigle. Fait que finalement, j'ai semé une méchante grandeur de seigle. Ça a marché. Ça a bien marché. Le seigle, tout est beau. Tout est beau. J'en ai semé, tu as quasiment rendu quoi, le 25 octobre? Oui. Puis j'en ai semé à voler dans le maïs aussi. Fait que ça, j'ai hâte de voir au printemps. Si ça a germé. En tout cas, on avait un automne inespéré. Go, on sème. On va en profiter, on n'a pas ça souvent. Là. Vu qu'on a eu des rendements de blé de même, ça nous incite à en faire encore plus. Moi, je me suis arrêté. J'avais 130 acres. Comme toi, là. J'aurais fait les 180 acres de soya. C'est l'ouvrage l'année prochaine. Ouais. Moi, je pense qu'on va faire comme dans le temps, on va revenir à monoculture de maïs. Mais moi, je pense que dans n'importe quoi qu'on se dit tantôt, on répartit les cultures, on répartit les risques de chaque culture. Ouais. Je parle, mettons, tous les producteurs, là, mais essayez de faire un petit essai sur un seigle, n'importe quoi, mais c'est pas à grandeur que faites la même technique. Souvent, les producteurs, c'est ça qu'on devrait faire aussi parce qu'on partage le risque entre les cultures puis aussi à travers nos pratiques. Et on ne se pète pas la gueule d'une année de dire, finalement, j'étais tout en semi-direct. Ouais. Même moi, je suis un fervent de semi-direct, mais j'assors la déchômeuse. Alexandre dit, garde, donne-lui un petit coup de déchômeuse dans l'ombre, puis ça a fait une belle job. Fait que, tu sais, des fois, tu fais une petite chose comme ça, mais ça partage. Oui, on fait des essais, on observe, on se réajuste. Puis tu es encore plus mêlé après. Oui. C'est quoi l'année prochaine? Mais rotation, ça retenait ça. Rotation de culture par engrais vert, là, ça a toujours été payant. J'ai refait des pesées de maïs encore cette année. Maïs sur retour de soya, retour de maïs, retour d'engrais vert, puis ajouter 10 à chaque. Là. Retour de maïs. Les études, c'est 12 à 18. Ouais. Ah non, c'est clairement ça. Ouais, ça peut être des belles rotations. Maïs, blé d'Inde. Maïs, blé d'Inde. Good. C'est tellement beau là, que même moi, tout ce qui était le soya qui n'aura pas de céréales au printemps, là, il y a tout eu du seigle là, cette année. Qui est beau, là. Vraiment, là, quand ça fait un beau couvert, puis au printemps, il devrait y avoir moins d'érosion. Ça va aider beaucoup, ça. Ça fait vraiment tout semi-direct. Fait que c'est le fun. Ouais, puis surtout, comme toi, Sylvain, c'est pas mal coûteux. Tu sais, les photos que tu mets, là, souvent sur les réseaux, c'est assez coûteux. Tu sais, côté érosion, toi, j'imagine que oui. Moi, j'ai pas de panne. OK. Côté érosion, on m'a dit que c'est assez minime de mon côté. L'eau, elle ne peut pas prendre de swing là, pour amener de la terre. Là. OK. Imagine ça que quand tu te promènes un peu plus en montagne, là, quand tu labores, quand tu as plus de relief, là, côté érosion, ça doit être assez quelque chose à gérer. Là. Tu sommes ça en foin. Vraiment. Ou du blé d'Inde, du plastique. Ça protège l'érosion. Tu as du plastique partout. Tu veux-tu une autre bière, toi, là? Je suis plein. Je suis plein. Good. École de maïs. Là, tout était beau. Moi, ça a tellement bien été. Hey, j'ai réussi à faire de quoi que, grâce à mon maïs surtout, que Paul Caplette n'a jamais fait. Oui. Ouais, changer de batteuse. Il y a un sentiment. C'est ça la différence. Toi, tu as sacré après cette année. Non, je n'ai pas sacré après la batteuse, moi. Non. C'est des farces, c'est des farces. Mais le pire, c'est que j'y ai dit pour de vrai quand je l'ai vu vendredi passé. Je n'ai pas pu me retenir. Ouais, journée à Sébastien, qui portait sur l'agriculture régénératrice.
Journée qui était extrêmement intéressante à passer. J'en fais pas beaucoup. L'année prochaine, si tout s'enligne comme que je veux, j'aurai peut-être un 100 arbres que je vais faire en SVC. Mais c'est vraiment merveilleux. Là. La journée qu'on a faite, là, c'était puis surprenante. Très, très, très surprenante. Même Équiterre, ils ont changé de fusil d'épaule un peu de ce côté-là. C'était vraiment full bio, puis écolo, grano, mais là, ils ont changé le mentalité un peu. Là. Ils me présentent en vidéo. Oui, ils ont changé. Là. Ben oui. C'est des archives de 2020. Ben oui, puis ça roule encore. Hein? Ça roule encore. Good. Hey, récolte de maïs. Sylvain il est parti. Donc, Éric, on va commencer avec toi. Dans ton coin, Saint-Paul de l'île aux Noix, d'un côté de tes clients ou quoi que ce soit, là. C'était récolter du maïs en automne aussi belle. Ouais. Les récoltes de maïs, c'était incroyable. Super bon, belle année cette année. On est satisfait dans le maïs. C'est incroyable. Ouais. L'année, Maurice. Ben bon. Vas-y, Éric, vas-y. J'ai dit, il y a une année beaucoup prenante. Quand on regardait le temps frais qu'il y a eu, qui a dit au mois de septembre, à fin octobre, la plupart de la récolté, même il y a eu passablement de pluie. Ça attendait un automne aussi fait puis ça va être des productions, des suivantes parce que super belles conditions. Oh, tout était là, tu sais, les conditions. A1. Pas jouer dans la boîte. Les producteurs se sont amusés à récolter. Oui. Ils ne faisaient pas de jour et nuit. Non. Ils prenaient le temps de le faire comme il faut. Quel champ qui était prêt à battre. Ça vaut le métier. Oui, c'était pas comme 2019, là. Je pense qu'on mérite encore 15 ans comme ça pour avoir vécu 2019. Puis 2017 aussi. 2018. Oui, parce qu'Éric Lapierre a lâché le maïs dans ce temps-là, lui. Puis, tu sais, qu'il a dit. Avec l'automne 2018, c'était mamouillé. Oui, vraiment. Oui, ça m'a gelé de bonheur aussi. Mais, y a-tu encore pour semer de maïs, ça, Éric? Il a complètement enlevé ça. Carrément. Rendu avec du canola, blé d'automne. Puis... Ah ouais, tabarouette, OK. De votre côté, vous autres, dans le Mlédin, il y a comme Maurice Cadotte là, qui écrit « L'année la plus facile de ma vie pour les parcelles. » C'est sûr, il ne faisait jamais mauvais. Le cop, il ne reste pas pris dans la boîte avec la balance. Des bons rendements, personne n'est déçu. Des bons rendements. Même la compétition. Ben... il était moins gêné. Finalement, mais mon maïs, c'est bon, mais même la compétition aussi. Oui. Mais m'a dit, cet automne, là, j'ai un petit clin d'œil à Maurice là-dessus, là. Tabarouette, il y en a-tu publié des résultats de parcelles? Non, il était fier de ses parcelles, Maurice. Là. Pride ont bien scoré cette année. Mais tout le monde a bien scoré, là, mais. Belle visibilité. Oui, c'était le fun. Là. Il y avait une belle place pour faire de la belle publicité cette année. Là, c'est pour les résultats. Là. Tout le monde a bien réussi. Là, fait que, comme la première terre que j'ai battue, mon déboisement, c'est une terre, tu la connais, Alex. Là. Longtemps, tu me suis. On part de loin, cette terre-là, une terre difficile. Puis réussir à avoir rien à bas de 5 tonnes dans la parcelle, dans ce qu'on a pesé. Écoute, c'était du jamais vu, là. Puis c'est une terre dans laquelle j'ai déjà fait du SVC en passant. Fait que, tu sais, ça met un peu de seigle, là, ça a l'air de rien, là. Mais la terre a changé, là. Puis fait des rotations avec des céréales aussi, des renivelés, des engrais verts. Ça va payer à un moment donné. Oui. Avec du PFAS aussi qui est dans. Ça crache en tabarnak depuis ce temps-là. C'est ça la butte que j'ai vue. La butte noire qui sent fort, là. Ça sent rien. Ça a l'air qu'il faut être maire d'habitation pour protéger sa butte. Je penserais pas. Je pense pas. Hein? Non, je ne ferai pas de politique. Mais moi, c'est le poids spécifique. Honnêtement, je vous le dis, là. Je ne suis pas le meilleur pour faire du maïs chez nous. Je ne sais pas. J'ai des bons rendements, mais le poids spécifique, puis même, j'ai encouragé Alex aussi, 92-33, souvent 68, 69, mais cette année, du 70, 71, avant de sécher. J'ai rarement vu ça chez nous. J'ai des bonnes terres, mais
Moi, je suis plus bon, je suis meilleur dans le soya. Cette année, je suis déçu. Là. Puis blé d'automne, mais le maïs cette année, ça a été. Je suis stupéfait. Mais en même temps, t'as 5 tonnes à l'âge de blé d'Inde qui paye 68 ou 5 tonnes à l'âge de blé d'Inde qui paye 73. Ouais, c'est ça. Mais. C'est 5 tonnes à l'âge pareil. Ouais, là. je sais bien. Mais, tu sais, des fois, nous autres, là, le C'est les centre du années Québec, short. là, des fois, les gars de Montérégie ou les mondes qui ont des 3000 unités thermiques, ils disent on fait du 72, 74, ça fait calme. Je fais jamais ça, moi. Mais faire du 70 au centre du Québec, c'est vraiment pas mauvais. Un coup séché, il va faire du 72. Ah, Pas c'est facile, là, ce qui sort des silos. Ouais, ben quand ton blé d'Inde est sec, il ne regagnera pas grand poids. Là. Non, c'est ça, mais en tout cas. Ben, tu sais, puis là, moi, avec le séchoir que j'ai, il ne regagne pas de poids non plus. Là. Moi, c'est un toaster à grains que j'ai, là, un Super B, là, fait que le blé d'Inde passe vite là-dedans, fait que ça ne gagne pas de poids. Tu sais, puis même en 2019, il perdait du poids. Ça, quand il perd du poids, là, c'est plus payant c'est parce que. Ouais, mais quand il perd du poids, là, c'est parce que ton amidon est plus légère que l'eau. Si tu le mets dans un verre d'eau, tes grains flottent. Mais du blé d'Inde pesant, quand tu le mets dans l'eau, les grains calent. Fait qu'il va gagner. Quand tu enlèves l'humidité, c'est sûr qu'il va gagner du poids. Mais dans ce cas-là, c'était le contraire, il perdait du poids. Les gars, vous êtes d'accord que, je vous le dis, là, battre du maïs à 17, 18 d'humidité, on commence à le voir, puis mettez-vous dans une projection de 10 à 15 ans, mais il va y avoir des champs au Québec qui n'auront pas d'affaires séchées. Garanti que climatique. Ben non, pas rien que les changements climatiques, c'est surtout la recherche génétique. Si, mais les changements climatiques aussi, on a des... Ben, moi, j'avais l'impression qu'on était quasiment, je ne suis jamais allé, là, mais on était quasiment dans le Corn Belt. Ouais, hein? Cet automne, là. Ouais. Il faisait chaud, les conditions étaient extraordinaires, il était sec, il était pesant, facile, puis chanceux, là, parce que sécher du blé d'Inde cet automne, ça coûtait cher. Ouais. Il était sec, fait que ça a été extraordinaire. Puis il faisait et avec le bon système de séchage, là, M. Dion a réussi à faire du blé d'Inde pesant. Des cribs? Non. Mais il faisait chaud. Fait que, tu sais, ça a l'air de rien. Quand il fait chaud, l'air rentre chaud dans le séchoir. Moi, mon séchoir est ajusté à 180 degrés Fahrenheit. Fait que plus qu'il fait chaud, moins ça prête de propane. Fait que moi, j'ai séché pour un de mes chums de gars, à 2 fois le prix du propane. Il était chanceux, il faisait 20 degrés les nuits. Ça n'a pas coûté cher. Mais non, rien que la chaleur qu'on a eue cet automne là, pour sécher, c'était incroyable. Là. Écoute, ça nous a fait sauver du propane. Au prix qui était, là, en haut de 60 cents quand même. Là. Plus la taxe, la taxe carbone qui était à 6 cents du litre. Puis, ils sont tous rendus avec des frais de livraison en plus. Je ne sais pas, Sylvain, si tu as vu ça, c'était les factures, là? Non. Oui, ça a rien changé. Vous avez un 13,95 de frais de livraison, puis ceux qui sont avec Sonic, je pense que c'est 8 à quelque chose de frais de livraison. Là. OK. Fait que non, c'est ça. Non, le rendement, en tout cas, dans le maïs, partout, là. Je n'ai pas entendu personne qui s'est plaint des rendements cette année. Parler, mettons, qu'il y a des années, mettons, il y a 15 ans, on battait à 30-35, là. On avait ces rendements-là, puis on était contents. C'est ça. Donc, même là, rendement à 17 puis 20, on a les rendements qu'on avait avant. C'est vraiment... c'est entre faire de l'argent puis pas faire de l'argent dans le temps, mais c'est sûr que tout a monté, oui. Bon, c'est beau à voir, mais vraiment, la génétique s'est améliorée, les pratiques culturelles. Puis les automnes sont clairement plus longues. On ne sème pas plus de bonheur au printemps, même, j'ai envie de dire, on sème un petit bit plus tard, mais ça s'étire tellement dans la saison. Là. Mais cette année, le rendement, il est associé à l'uniformité puis à la population qu'on avait ce printemps. Déjà, on en a parlé tantôt, on a vu le maïs lever, on savait qu'on aurait du rendement. Quand les soies ont sorti puis qu'il y avait de l'eau, tu rouvrais les épis, tout était uniforme d'un plan à l'autre. On ne pouvait pas faire autrement qu'avoir du rendement cette année. Quand ça lève égal, tout part bien. Puis Jean-Philippe, il l'avait dit quand il avait fait le rapport de la tournée des grandes cultures, c'était la population. La population était là. On en comptait là, on calcule sur une base de 30 pieds à la tournée des grandes cultures, puis c'était en haut de 50 plaies par 30 pieds facilement, là, si je me souviens bien. Là. Hein, Jean-Philippe? Oui, tout à fait. Excuse-moi, je voyais un message, excuse-moi. Mais oui, effectivement. Mais je fais juste une mention parce que, il faut faire quand même attention. Oui, les rendements étaient excellents, mais moi, ce que je notais dans le rapport que je recevais à chaque semaine de tout le monde, ça n'a pas été quand même uniforme, hein, pour le rappeler. Il y a quand même quelques régions. Puis là, vous autres, les gars, vous êtes beaucoup centre du Québec. Là. Mais il y a des régions où ça a été quand même un petit peu plus décevant. Là, fait
Fait que, je pense, entre autres, Montérégie, Centre-Sud, il y a eu quelques zones où ça a été un petit peu plus tough, ça a été un peu moins intéressant. Fait que, il faut quand même faire attention. Je pense que c'est ça. Globalement, ça a été excellent, mais malheureusement, c'est le défi. Hein. Ça varie d'une région à l'autre quand même. Je pense que sur la Rive-Nord aussi, il y a eu quelques zones où ça a été un petit peu plus tough. Là. Si je peux rajouter sur ce que Jean-Philippe dit, là, la représentante avec qui je travaille, là, disait que ceux qui ont coupé dû au coût des intrants ce printemps, ils ont vu une plus grosse différence que ceux qui ont gardé le cap sur leur programme de fertilisation. Il y en a qui ne l'ont pas mis l'azote en pré ou en poste. Puis ces gars-là, dans mon coin, eux autres, un impact était une récolte moyenne. Ouais. Mais elle, c'est ce qu'elle a vu aussi, là, un peu partout pareil, dans ses clients. Là. On en a vu dans quelques places ici aussi. C'est avec. Oui, c'est ça. Puis avec un mois de juin assez pluvieux, mais il y a quand même eu du lessivage, de la dénitrification aussi. Fait qu'on a perdu quand même un peu d'azote. Puis vous avez embarqué sur un terrain glissant, là, mais les prix des engrais, ça dit quoi? Parce que, moi, je me fais poser la question. Moi, j'analyse les marchés des grains, mais étrangement, il y a souvent des gens qui me disent hey, tu regardes ça, tu analyses-tu le prix des engrais, tout ça? Puis moi, je ne touche pas à ça, vraiment pas. Là. Je l'ai déjà fait par le passé, puis c'est quand même des marchés qui sont compliqués à suivre, honnêtement. Compliqués, pas compliqués en tout cas. Mais ça dit quoi, là, cet automne jusqu'à présent pour la prochaine année? C'est-tu positif ou pas? Je vois des nouvelles comme quoi le prix est en train de baisser. Entre autres, j'ai vu hier une nouvelle dans le cas de la potasse, même, je pense que c'est potache dans les prairies qui veut ralentir sa production parce que la demande a quand même baissé beaucoup. Mais là, on parle de la potasse, c'est pas la même chose que l'urée puis le phosphore, j'imagine. Là. Ouais, c'est un peu dur à répondre à ça parce que tu as le prix mondial vraiment là, de l'urée, du 32. Sauf qu'il y a aussi le prix local de comment que les détaillants, à quel moment ils ont acheté puis quel pourcentage qu'ils ont acheté aussi. C'est sûr qu'actuellement, ce qu'on voit, ce qui est de l'azote liquide, là, qui est un gros morceau, le Solaz 32, c'est similaire au prix de l'an dernier en moyenne. Là. Et mondialement, ça semble baisser au niveau de l'urée aussi, mais là, ça va être quoi le taux de change? Parce que ça, c'est tout acheté en dollars US. Fait que ça va. Les fabrications. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? L'Europe, s'ils ferment les usines pour. L'Allemagne a demandé aux producteurs de mettre moins d'azote l'année prochaine. Parce que là, ils ont de la misère à avoir du gaz. Puis ça prend du gaz pour fabriquer l'engrais. D'après moi, on ne s'enligne pas vers une baisse de prix. C'est pas trop, là, en tout cas. Peut-être moi qui regarde ça d'un mauvais œil, je ne sais pas trop. Là. Alex a mentionné quand même quelque chose. Moi, dans une autre vie, j'ai travaillé pour Synagrip, puis je me rappelle très bien qu'ils calaient plusieurs mois à l'avance leur shot. Là. Puis d'ailleurs, c'est quelle année que FNA est rentré au Québec? Parce que justement... J'avais acheté l'engrais cette année-là, en 2008. Bon, ben, tu vois, mais tu sais, c'était ça, le problème, c'est que les entreprises étaient rendues habituées de commander à l'avance. Puis cette année-là, il y avait eu un débalancement de marché épouvantable. Fait que là, les producteurs, ils avaient tout leur viré de bord. Sinon, je ne te le paierai pas, ton crédit d'engrais. Puis là, ben, tout le monde avait été stallé avec l'engrais. Là. Fait que depuis ce temps-là, je pense que les grosses compagnies sont un peu plus frileuses, mais ils n'ont pas le choix de commander à l'avance. C'est compliqué, surtout avec les problèmes de logistique cette année. Oui, puis il se vend aussi, il se vend plus, un peu comme le grain. Là, il y a de l'engrais qui se vend en prix spot. Anciennement, avant 2008, l'engrais était vendu sur un prix moyen au courant de l'hiver. Maintenant, ben, à mesure que les détaillants reçoivent des offres, ben, ils vont l'offrir à des producteurs qui sont capables d'accepter une vanne, 2 vannes, 3 vannes, 10 vannes de 32. C'est acheté, c'est réservé, c'est payé. Tu vis avec le prix comme on vit avec le prix qu'on a vendu notre maïs. Là. Fait que, tu sais, ça a eu du bon cette année-là. Ça a vraiment transformé la façon d'acheter et de vendre les fertilisants. Là. OK. Je voudrais que la semaine prochaine, le 12 décembre, je reçois mon 30 tonnes pour l'année prochaine. Puis ça joue entre 1000 et 1200. Ton 30 tonnes d'engrais? Ouais. De 32, tu veux dire? Non, d'engrais granulaire en poche. Ah ouais, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. J'achète ça à l'automne, puis je vous dis pas c'est à cause du prix, parce qu'on ne sait jamais si le prix, je fais une bonne chose ou pas, mais au moins, je l'ai chez nous. J'arrive au printemps, j'ai mon stock de 30 tonnes. Puis que là, il va être livré la semaine prochaine, le 12. Tout en poche de 25 kilos? Presque une tonne. OK, presque une tonne. Avec une belle petite ganse. Oui, une sangle. Ah oui, fait que t'achètes ça en Big Bag à cette heure. C'est vraiment le fun. Ah ouais, OK. Ah.
que si tu as besoin d'engrais, Christian, j'en aurai un peu. OK. C'est quand tu pars en vacances? Il n'y a pas tellement. On va mettre un chien de garde sur les poches d'engrais. Mais l'engrais à ce prix-là, le garage est barré. Hein. Voyons, C'est clair. Ouais. C'est dans le dos, ça se dévisse, voyons donc. Pour répondre à votre question. Pour répondre à la question de Jean-Philippe, là, ben, ici, là, probablement, là, le représentant ici, administrateur des producteurs de grains, c'est toujours, il y a toujours un petit rapport qui est fait là, sur la page. Là. Sur les prix des engrais, là, ils ont toujours une petite note qui est mise, qu'est-ce que ça a l'air. C'est tellement volatile. Mais au niveau local, ici, la représentante nous parle de à peu près les mêmes choses que l'année passée pour les mêmes produits. Les autres sont déjà bookés et achetés pour le volume. Ça n'a pas trop changé. Mais ça va augmenter beaucoup, mais ça va, moi en tout cas, avec le prix du maïs ou le prix qu'on peut avoir pour le maïs, là, pas de crainte, là. Capable de le couvrir. Là. Ouais, c'est ça. Même pour l'année prochaine, là, si vous pouvez vendre du blé d'Inde l'année prochaine, là, les prix sont encore très bons. Là. Déjà fait, ouais. Je ne vais pas marquer sur les marchés, mais pensez-y. C'est ça. Et vous avez ici, dans le coin de l'écran, Pro Éthanol, où est-ce que vous pouvez vendre du grain maintenant? C'est bon. Donc, appelez Éric Gratton. Il y a quelqu'un qui habite dans mon rang en plus de ça. Viens-tu jusqu'à par chez nous, lui? Je ne sais pas, mais appelle-les, regarde, le numéro est là, puis demande-y. Textez-les tous en même temps. Demain matin, 8h30, textez-les tous en même temps. On va y jouer un tour. Flamès, il va te charger plus que 500 pièces. C'est 500 qu'il va te charger, il va te donner à... Ouais, c'est ça, mais la facture n'est pas faite. Je suis correct. C'est pas 15 000. Non, c'est moins payé. Hey, ça conclurait pas mal pour la saison, je vous dirais, là, tout le bilan de la saison. Good. Fait que je vais fermer mon écran ici. Un petit peu. OK. On va donner une chance. Hey, ça n'a pas planté. J'avais peur que ça plante. Tout a bien été. Ça n'a pas planté. Jean-Philippe, avais-tu de quoi à rajouter pour le mot de la fin ou Le mot de la fin sur l'état des cultures, la saison, la tournée, sur quoi? Ou as-tu de quoi annoncer pour l'année prochaine, par exemple? Je ne sais pas, je te prends un peu les culottes à terre, excuse-moi. Là. Non, ils sont encore remontés, je suis correct. Non. Premièrement, juste sur l'état des cultures, moi, à la fin de la saison, là, on a parlé maïs, soya, je vous écoutais parler parce que vous connaissez nettement mieux que ça, vous êtes sur le terrain, etc. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir le rattrapage. Le sprint de la fin a été incroyable. Là. Moi, je le voyais dans les chiffres, évidemment. Là. Surtout dans le soya, on a dit que ça a retardé, là. Mais sur la fin, là, on avait peut-être 1 ou 2 semaines ou septembre, puis subitement, du jour au lendemain, ça a disparu avec la récolte. Paf, ça a été ramassé. L'autre affaire aussi, c'est qu'à ma connaissance, là, il y en a d'entre vous qui cultivent depuis plus longtemps que moi, mais une récolte qui se termine au 1er novembre flush quasiment, là, à part quelques producteurs, on s'entend, là, je n'ai pas vu ça souvent, là, moi, dans ma carrière jusqu'à présent. Là. Fait que ça aussi, c'est assez surprenant. Fait que, là, en ce moment, tout le monde a les 2 pieds sur le pouf, relax, on a passé à d'autres choses, mais il y a des années où, à pareille date, en 2019, tu disais tantôt, là, en 2019, il y avait tout le monde qui séchait encore. Là. Fait que, ça aussi, je trouve que c'était assez remarquable de cette année, honnêtement. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai à rajouter? J'ai pas encore de punch pour la prochaine année. Les quelques éléments que j'ai à vous dire. Ça, je pensais jamais dire ça avec ça, mais c'est quand même le 10e anniversaire de la tournée l'année prochaine. Puis j'aurais jamais pensé quand j'avais parti ça avec Daniel Brière, que certains d'entre vous connaissez, qui a quitté il y a 5 ans, mais je n'avais jamais pensé qu'on se rendrait à 10 ans. Pas qu'on ne croit pas en ce qu'on fait, c'est juste que 10 ans, c'est beaucoup. Fait que là, on va essayer de trouver une façon de fêter ça en grand, c'est sûr. Sinon, on va continuer à faire évoluer aussi beaucoup au niveau de l'état des cultures, la façon dont on fonctionne. Là. Ceux qui ont participé, d'ailleurs, je les en remercie. Il y a quand même, cette année, il y a des gens qui m'ont demandé des statistiques, mais cette année, pour vous donner un chiffre, il y avait 104 personnes qui étaient inscrites, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait 104 personnes qui répondaient à chaque semaine.
Puis d'ailleurs, je le rappelle parce qu'à chaque fois que je parle à du monde, ouais, mais là, c'est parce qu'ils répondent à toutes les semaines. Non, c'est pas obligatoire de répondre à toutes les semaines. Alex ne répond pas à toutes les semaines, ça je le sais. Mais c'est ça le but. Le but de l'exercice, c'est, tu sais, dans le fond, on pourrait être 300, 400, 1000. Si une personne répond une fois ou 2 semaines, 3 semaines, on a des données extraordinaires. C'est amplement suffisant. Puis, tu sais, c'est un peu ça le thinking, là. Fait qu'on va continuer à faire évoluer cette formule-là, continuer à améliorer, dans le fond, comment on ramasse les données. Pour les intéressés aussi, je le mentionne, la semaine prochaine, il y a une petite rencontre. C'est une rencontre sympathique, là. Il y en a d'entre vous qui allaient être là, mais je le mentionne sympathique dans le sens où on va manger la pizza, puis après ça, ben, tu sais, moi, je vois ce projet-là et je l'ai toujours vu comme un projet de partage. Tout le monde, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, puis on essaie d'amener des idées. Puis on les met en musique quand c'est possible de le faire. Fait que là, la semaine prochaine, c'est mercredi, c'est ça? Mardi, merci. Donc, mardi, à partir de midi, donc de midi à 1h, pizza, bière. Puis après ça, en après-midi, ben là, on va parler état des cultures. Moi, ceux qui me connaissent, là, j'ai toujours un paquet d'idées, mais je vais entendre tout le monde. Puis après ça, ben, on va parler un peu de la tournée, mais surtout de l'événement de la fin. Parce que là, comme je vous dis, ça va être le 10e anniversaire. Fait que pour la présentation des résultats, je veux trouver une formule. Il y en a qui se rappellent que les premières années, c'était quand même quelque chose. On avait eu des hélicoptères, on avait des chapiteaux, c'était bar open, fait que ça finissait plus. Là, je ne vous dirais pas que ça va être bar open et qu'il va y avoir des hélicoptères partout autour, mais je veux qu'on trouve une formule qui va être le fun pour tout le monde. C'était bar open à Expo Champ cet été. C'est seulement bar open. La bière n'est jamais arrivée. Il y en a une bière! Fait que je l'ai proposé à tout le monde. Fait que, mais puis le pire, c'est que je me suis fait facturer une bière. Je ne sais pas d'où elle vient. Ah ouais? J'ai acheté une bière, je l'ai payée. Oui, tu m'en as acheté une. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, c'est ça. Fait que l'année prochaine, on regarde ça la semaine prochaine. Puis sinon, ben, on va refaire d'autres rencontres au cours de l'hiver, évidemment, pour continuer d'améliorer la formule. Fait que voilà. Mais, oui. Dernier mot, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont participé à l'État des cultures. Parce que là, j'ai remercié les partenaires, j'ai remercié les parrains, mais la clé derrière ça, c'est tous ces gens-là qui participent. Je vous rappelle que c'est une base bénévole. Dans le cas de l'État des cultures, c'est pas long. Tu sais, ça prend 30 secondes, ça dépend si tu mets des photos, des commentaires, mais 30 secondes. Mais c'est quand même un 30 secondes qui est important, puis je l'apprécie beaucoup, puis je pense que les gens l'apprécient beaucoup en général. Puis la tournée des grandes cultures aussi. Encore une fois, c'est une base bénévole, fait que c'est grandement apprécié. Cette année, c'était la plus grande participation qu'on a eue dans la tournée. Donc, ça aussi, j'étais très content. Donc, voilà. Fait que, à venir pour les punchs. Good. Un gros merci à tout le monde d'avoir participé, on a eu quand même pas mal de personnes dans le live ce soir. Et puis même que sur YouTube, j'ai vu quand même une pas pire pointe. J'étais assez surpris. Je suis bien content d'avoir vu ça. Et puis, merci à tout le monde d'avoir assisté au live qu'on a fait durant la saison. Et puis, probablement qu'on va répéter l'expérience l'année prochaine. On verra ça rendu là. Je commence à avoir un setup qui n'est pas pire. Ça ne plante pas. C'est merveilleux. Puis là, on va savoir un peu plus comment s'aligner aussi pour les prochaines années. On a une production vraiment comme sur le fly. Là, on n'est pas une grosse équipe. Là. Je suis comme tout seul en arrière de 2 écrans et une console. Là. Mais j'ai bien du plaisir à faire ça. Les deux en avant de toi. Ouais, vous êtes là pour surveiller. Deux clowns. Là, je fais tout puis je débouche même pas mes bières. Voyons donc. Vous me faites rire parce que tout le long, je vous regardais, vous étiez comme 2 commentateurs sportifs. en train de jaser. Ouais, as-tu vu au coin, il y avait un champ comme ça, blablabla, puis là, hey, j'y ai passé les pieds. Ça sonnait quasiment comme ça. Ça travaillait fort dans les coins. Non. Donnez-moi 120%. C'est 110%. J'ai une idée, Christian, je pense à Eric. Ça serait bien, tu préfères faire des écouteurs de podcast agricole? Ça doit se faire, ça. Puis là, tout le monde aurait des bons écouteurs qui fonctionnent bien. Moi, non, mais le problème, c'est qu'avec le stream, fouille-moi pourquoi iPad et iPhone ne fonctionnent pas. Ça a déjà fonctionné. Ils ont fait un changement, puis maintenant, ça ne fonctionne pas.
C'est ça qui est plate, là. C'est vraiment ordinaire, je te dirais. C'est pour ça que ton image t'a saccadé quand tu étais venu ici. Le son était correct parce que tu passais par la console, mais l'image était vraiment saccadée. J'espère que Restream vont retravailler ça. Ou ben là, on va faire des tests avec un autre stream, si on veut. Peut-être que ça fonctionnerait mieux avec les iPhones, iPad, là, parce qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent avec ça, malheureusement. Ben, pas heureusement, mais tu sais, pour les besoins de la cause. Là. Hey, je voudrais juste dire un petit message. Je voulais juste souhaiter tout le meilleur pour le futur à Annie Bergeron, qui quitte son poste de directrice générale chez Semtech, qui quitte vendredi, dans le fond, le 9. J'ai déjà fait affaire avec elle. Je suis producteur de semences chez Semtech. Méchante bonne personne, super fine. Puis, en tout cas, je te souhaite si jamais tu écoutes ça, Annie, je te souhaite le meilleur pour la suite. Tu n'as pas annoncé où est-ce que tu t'en vas travailler. Moi, je le sais. Je ne le dirai pas. Je vais te garder le punch là, pour les autres. Là. C'est le micro. Donc, puis, à la prochaine, ça va, on est rendu à quasiment 1h30, Colic, puis je commence à te parler. Fait que, il est temps qu'on arrête ça. Oh, mais merci, coach. Merci à Sylvain, Éric, Jean-Philippe, Yannick, puis Alex sont en avant de moi. Déconnectez-vous pas. J'arrête le stream. Restez encore connectés. OK, salut! Bye. Bye.